Je me souviens pas de la première fois où j'ai entendu de la musique. Je me rappelle la première fois où j'ai eu un contact personnel à la musique et c'était des vinyles de ma grand-mère que j'avais trouvés dans son grenier. Et c'était des gros coffrets collector de Brel, Brassens et Piaf. C'est des gros objets hyper beaux qu'on fait plus maintenant. C'est des intégrales. Et j'ai ouvert ça et c'était un trésor, quoi. Enfin, tu vois, les yeux d'enfant et tout. Et c'était un objet que je connaissais pas du tout. Il y avait une platine à côté dont personne se servait. Et je me souviens avoir fait le rapprochement entre l'objet et la platine sans qu'on m'en ait parlé, quoi. 2017, là, première teuf, il y a 25 ans. Wouh! Ouais, en tant que DJ, mais en tant que rêveur, un an avant, donc il y a 26 ans, quoi. Je me le suis dit assez rapidement, au bout de quelques mois où j'allais tous les week-ends en rêve, en after, en before, en pendant, après, demain. Au bout de quelques mois, je me suis pas dit je vais faire ça, mais j'ai acheté des disques, j'ai acheté une platine. Pour moi, un DJ, c'était le disque jockey de la discothèque, quoi. J'avais déjà touché les platines dans des clubs, mais plus genre mélange ska, new wave, rock. Et à l'époque, il n'y avait pas de Discogs ou de YouTube, donc les informations étaient assez compliquées, surtout que j'étais en province. Et c'est mes premières émotions sur la proto house. C'est-à-dire que moi, je fais de la musique électronique et beaucoup de house à la base. Et c'est le deuxième groupe des Clash. Les Clash se sont splittés. Joe Strummer, le chanteur des Clash, est parti. Et donc le groupe a continué sous le nom de Big Audio Dynamite. Et c'était à la fin des années 80, au plein boom de la acid house, sauf que c'était un groupe de pop. Et au milieu, même ça je le savais pas, vu que de toute façon on était en province et qu'il n'y avait pas de distribution. Encore une fois, il n'y avait pas de YouTube, l'accès à la musique était différent et beaucoup plus galère. Et sur ce disque de Big Audio Dynamite, en plein milieu de pop, un break de acid house, breakbeat. Et ça, je l'ai écouté en boucle et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de creuser comme son. C'est vers là où je veux aller. Voilà. 303, 808, voilà. Alors pourquoi je joue du reggae? Parce que je suis d'origine antillaise et mon père m'a inculqué certaines valeurs, notamment musicales. C'est un gros fan de blues, mais également de reggae. Et, du coup, c'est un truc qui s'est transmis même au niveau de mes cousins. Je pense que si c'est un truc que t'as dans les gènes, je sais pas, j'arrive pas forcément à te l'expliquer, tu vois. Mais au final, c'est une musique en ayant écouté pas mal, qui m'a toujours marqué par rapport à la puissance des textes et à la force qu'elle dégage, en fait. On débute comme ça, Hervé achète une guitare, moi j'achète une batterie. Et plutôt que de se dire tiens on va essayer de jouer un morceau qu'on aura entendu, qui nous semble possible, tu vois, des trucs assez simples, quoi. Et on s'est dit non, on va faire un morceau à nous. Ce sera nul bien évidemment, parce qu'on ne sait pas jouer. Le premier, on s'est dit finalement c'est notre morceau, et on a décidé de creuser plutôt ce sillon, essayer de se dire voilà, ça va être notre marque de fabrique, c'est ça, c'est de se dire voilà, on a une forme d'autisme, on va rester sur nous, et puis on va avancer comme ça sans se soucier de savoir ce que fait machin ou bidule, et ça a créé en fait une personnalité, je pense, une signature musicale, quoi, au groupe. On a grandi en Seine-et-Marne, donc c'était à l'époque de Ma Cité va craquer, qui est sorti à peu près en même temps que La Haine. Et voilà, c'était à côté de chez nous, quoi. Et mon frère était dans ce bail-là du film, et je me rappelle qu'il écoutait en boucle Sacrifice de poulet de la BO de La Haine, et mon père devenait ouf. J'ai écouté du rap français quasiment toute mon enfance et mon adolescence, quasiment exclusivement, parce que c'était une époque assez dure, voilà, enfin assez Kaira, quoi, à cette époque-là. Moi, je me rappelle que tu prenais le train pour aller à Paris de chez moi, qui est maintenant hyper sécure, et tu voyais des gens se faire dépouiller à l'intérieur, etc. Et même les rapports étaient assez tendus, quoi, au collège et tout,
entre les Kaira et les autres, tu vois. Après, je suis pas nostalgique du tout. Je suis quelqu'un qui trace, en fait, plutôt. Et c'est vers fin du collège, début du lycée, où comme la Seine-et-Marne, c'est en banlieue, mais c'est aussi un peu la campagne. Il y avait des fris, quoi. J'étais un peu dans les deux camps, donc j'ai eu de la chance, quoi. Et j'ai continué à avoir la double casquette pendant hyper longtemps, à faire les deux. Tu t'en rends réellement compte quand tu vas dans des sound systems et que tu te rends compte de la poussée, des basses. En fait, tu rentres dans un état de semi-trance, je sais pas, c'est assez indescriptible. C'est une sorte d'échappatoire, c'est un truc qui te permet de t'évader. Donc quand je suis allé en rêve, la personne qui passait la musique, donc le DJ, a pris une ampleur et une forme et une traduction totalement différente, quoi, à mes yeux, à mes oreilles. J'ai su que c'est ce que j'allais faire à quelques mois ou voire même années après avoir posé les premiers disques dans une fête de potes. Et après, pour moi, la free et le club, c'est deux choses différentes. Le club, ça arrivait plus tard, en fait, quand je suis arrivé à Paris, en fait, avec le Pulp, quand j'ai commencé à sortir en club. Mais c'était pas du tout ma première approche de la musique électronique. Et j'étais passionné par la culture club, quoi. Tout ce qui va avec, la nuit, la discothèque. La culture club, pour moi, ça m'a mis une grosse claque. J'hallucine toujours que des gens se donnent rendez-vous pour aller danser dans un endroit. Ça me fait... Enfin, tu sais, quand tu y penses, c'est ouf, tu vois. C'est toutes les semaines, tu vois. Tu vas pas à l'opéra toutes les semaines. Mais par contre, tu vas en club danser. Enfin, je trouve ça fascinant. Mais il y a aussi ce truc où je sortais tellement, tu vois, j'étais tellement que en fait, les connexions se font hyper vite et ça accélère. Enfin, on va pas se mentir, ça accélère le truc, en fait. Et je suis jamais reparti de ce milieu-là. J'avais un prof d'histoire-géographie qui était très bizarre, qui était assez jeune, 30 ans. Et dans l'éducation nationale, ça se fait pas du tout. C'est-à-dire que pour des jeunes qui sont en 5e, donc de 12-13 ans, quand ils faisaient une interro, plutôt que de surveiller tout le monde, ils partaient de la pièce. En partant du postulat que si tu n'avais pas appris ta leçon, il fallait ouvrir le livre pour aller chercher l'information. Mais sauf que l'éducation nationale n'a pas trop kiffé. Ils l'ont mis à la médiathèque de la ville. Et il avait full budget sur le DVD et le CD. Et tous les week-ends, il allait à Bimbo Tower ou à Wave, qui étaient les plus gros magasins de disques très expérimentaux de Paris. Et il y allait tous les week-ends et il ramenait plein de trucs, que ça aille du post-punk, du art rock, pas hard rock, art rock, de la techno, etc. Et c'est-à-dire qu'il y avait des bacs blindés en expérimental, électronique, post-punk, etc. C'est-à-dire que très rapidement, grâce à ce type qui était tout farfelu, j'ai eu accès à Throbbing Gristle, à côté de Rowan Atkins, Jeff Mills, Mr. Coconut. Parce que de toute façon, comme c'était une petite ville et que j'avais du mal à avoir des amis, vu que moi je m'intéressais à une culture qui n'était pas du tout présente dans la ville, bah en fait j'étais un peu no life, solo, nerdy, tout seul à écouter des disques là-bas, avec le prof rejeté aussi un peu nerdy, et en fait on a créé une vraie relation comme ça. Moi je viens de la ville de Jack Lang, qui a créé la fête de la musique. Et cette année-là, à la fin du coup j'étais en 4e, toute la ville était dédiée pour la fête de la musique à la techno et à la musique électronique en général. Et on est sorti avec mon père, il y avait de la jungle, de la techno, de la house, etc. Et à la fin du parcours, on arrive dans un petit square, et là, super belle techno de Détroit, etc. Et les DJ n'étaient pas du tout mis en avant. Et on va avec mon père pour voir où était le DJ, caché derrière une tente, 3 platines, qui est-ce qui mixe? L'ancien prof d'histoire géo. C'est mon mentor, c'est celui qui a fait que j'ai découvert la musique électronique et alternative en général, sans faire de pont entre le punk, la techno, le reggae, ou l'ambiance ou la musique expérimentale. Au cours d'un dîner, bam, on se met à parler de ce festival, la Positive Education, et je dis ah ouais putain, j'ai vu la prog donc il y a 3 ans ou 2 ans. Putain les mecs, wow, mortel. Wow, j'aurais aimé faire partie du line-up donc il y a 2 ans et tout. Le mec dit ah bah c'est des potes à moi, ça leur fera plaisir que tu vois que j'ai dit ouais, bien joué les mecs quoi. The location is sick, the line-up is sick, and I can't wait to see the rest. Tout de suite, j'ai eu de très bons échos par contre. Hein.
en disant oui, c'est plutôt techno, c'est plutôt jeune, etc. Mais c'est dans un lieu qui est sympa, c'est bien organisé. Les sélections des artistes sont très pertinentes. Quand on a vu ça, bon, on ne connaît pas tout, hein, mais ça nous est apparu comme ça. Puis on s'est dit aussi, ces mecs, le fait de nous choisir, il y a une petite part de risque aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'électro, on n'est plus... mais c'est une forme de passerelle. Et nous, on aime bien ces passerelles. Musicalement, c'est ce qu'on fait. Donc on s'est dit, ces gens, finalement, ils nous ressemblent un peu dans ce qu'ils font. T'as des légendes, des musiques qu'on écoute. T'as toutes les familles, tous les crews qui sont représentés en France ce soir, tu vois. Donc, et au final, on se connaît tous parce qu'on est tous dans un milieu de la musique électronique, mais un milieu un peu indé. Et voilà, et la force de Positive ce soir, c'est d'avoir réussi à réunir toutes les familles et aussi tous ces artistes qu'on avait tous envie de voir et qui nous ont marqués, et de tout faire au même endroit. Et ouais, on est tous hyper contents d'être là, parce que c'est un peu la colonie de vacances, quoi. Tu vois, là, je sors de l'hôtel et au même étage que moi, j'ai Brice de Concrète, Manu et Voiron sur le même palier. Donc c'est rare qu'on soit tous là et c'est super. Je suis super excité. Ouais, donc voilà, vous êtes tous cool, super équipe, donc je suis contente. Ça fait 2 jours que je suis là, donc je suis arrivé jeudi, vendredi, je suis venu ici, voilà, et j'ai pas passé ma soirée en backstage, j'étais dans les salles, et jeudi, j'ai dansé, tu vois, comme tous les autres, au milieu, comme un rêveur, quoi. Je me considère encore comme un rêveur, quoi. Jusqu'à 5h du mat, quoi, et sur des mecs que je connaissais pas, la musique m'a plu, et j'ai dansé, et il y a une vibe, quoi. Un truc... c'est un peu crusty, la musique est de qualité, le son est de qualité, les lights sont de qualité, c'est à taille humaine. Puis jeudi, j'ai vu plein de trucs, j'ai dansé, je me suis fait plaisir et puis ouais, ça sentait bon et puis je me suis pas trompé, c'est cool quoi. Dans la salle où je joue ce soir, c'est la salle où j'ai passé les 2 derniers jours et donc je me la suis déjà appropriée. Et c'est sûr que je vais rester sur tout le set d'AZF derrière ou je vais danser devant, peu importe. Mais je vais pas quitter cette salle parce que je vais jouer après AZF et donc je suis déjà dans une espèce de mode un peu... Enfin voilà quoi, c'est ma bulle, personne va rentrer dedans et j'ai le trac, hein, ouais, 25 ans après j'ai toujours le trac. Je me suis toujours dit, ça peut paraître un peu pédant, mais que le jour où j'aurai plus le trac, j'arrête. C'est qu'il y a un truc qui, genre, je suis sûr de moi, quoi, aux caisses. Et malgré peut-être parfois l'image que les gens peuvent avoir d'un mec, d'un gars sûr, tu vois, comme on dit de nos jours, quoi. Je suis quelqu'un d'assez, tu vois, timide, pas toujours sûr de moi. Et avant de jouer, ouais, j'ai la blablotte. J'ai des petits tocs, ouais. Je fais remonter mes chaussettes, je regarde mes disques 10 fois. Je change l'ordre, voilà, si j'ai ma bouteille d'eau, de bière ou peu importe, je remets le blouson, je sais pas, tu vois, il y a plein de petits, ouais, les tocs quoi. Je pars du principe que c'est 50-50 quoi. Donc basiquement, a priori, je suis là pour donner, mais surtout aussi pour recevoir. Et donc s'il y a l'un des deux qui me manque à l'appel, que ce soit les gens en face ou moi, ça fonctionnera pas. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un de low-tech. Internet, pour moi, c'est un truc, je ne vais pas dire nouveau, mais je m'y suis mis il y a quelques années. Tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est pas un truc, je ne suis pas ultra connecté, quoi. Chaque révolution technologique, tout le monde s'est inquiété et c'est pas pour ça que les anciens styles de musique ne perdurent pas ou que les anciennes techniques ne perdurent pas. Donc voilà, évidemment que ça va changer la phase de la musique, la phase de la manière dont on va la faire, etc. Mais quand tu vois maintenant toutes les VST comparées à il y a 20 ans, tu vois le chemin qu'on a fait. Et si tu demandais à ces gars-là, imaginez demain on pourra tout faire sur un ordinateur, c'était la fin du monde. Ah non, mais moi, je connais déjà le vice de ce bordel, je le vois déjà. Et c'est pour ça aussi que je suis pas ultra connecté, parce qu'il y a des choses qui me dérangent. Et le futur, c'est le futur, mais il y a forcément il y a des trucs qui me plaisent pas. Ouais, je suis hyper pessimiste, donc moi, tu vois, je vois je crois grave en Matrix, un truc qu'on va finir par être dupliqué et tout, mais déjà, je serai pas là pour le voir.
Et j'espère que comme dans tout système qui s'impose, il y a quand même quelque chose qui se crée, une sorte de révolution, quelque chose à côté. Et j'espère que la résistance sera à la hauteur du problème auquel on fait face. Et j'ai envie d'y croire. Et en tout cas, si je suis là à cette époque-là, j'espère en faire partie. Et si j'ai des enfants, j'espère qu'ils en feront partie. Et je les éduquerai dans ce truc-là. Avant d'arriver au robot, je pense qu'on peut arriver à une société bien pire où il n'y aura plus rien qui dépasse, où tout le monde sera pareil. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir un robot pour aplatir une société et en faire quelque chose de lisse et sans vie. Et c'est plus ça qui me fait peur là, maintenant, que les robots. That's a classic reaction, isn't it? It's like being intrigued and scared at the same time by something new. And I hope I'll be alive to see that and I'll get to experience it as well. Sounds great to me. On essaye de mettre de la vie dans la machine, ne pas subir la machine. Hein, tu vois, par rapport à quelquefois des dérives musicales dans tous les genres où les mecs ils sont devant des synthés, des consoles, des machins qui font des sons d'enfer et ils tombent en admiration devant le son, mais sauf que c'est juste la machine qui sort un son. Nous, on essaye au contraire de vraiment insuffler la vie dans une machine. Donc c'est la démarche carrément inverse. Using artificial intelligence as a compositional tool is very interesting. You can use it to generate information, but then still the composer, the producer needs to evaluate it somehow and to do something with it. Et en fait, le prototype de ça va être un Kraftwerk, par exemple. Un Kraftwerk qui va se produire sur scène et les 4 bonhommes ne viennent plus et c'est des robots. De toute façon, la technologie est créée par les humains qui, de toute façon, ont de l'émotion ou du romantisme ou une ambivalence que n'aura jamais la technologie, en fait, si tu veux. I've seen many examples already of artwork that is made just with artificial intelligence, and for me, it's sort of an interesting exercise, but it's always lacking something. Il y a le premier robot là, qui a créé une musique, hein. Et donc, mais quand on l'écoute, on se dit c'est un robot qui a créé la musique. Voilà, il n'y a pas l'émotion. Tu vois, l'émotion, Dieu, des choses comme ça, qui sont des concepts finalement très humains. Je ne pense pas que la machine soit capable de ça. Elle va être capable d'imiter, tu vois, bien sûr, avec sans doute beaucoup de finesse. Mais néanmoins, l'homme est d'une complexité, le cerveau de l'homme est d'une complexité telle que malgré ce que disent tous ces scientifiques qui croient dur comme fer à ce futur, moi perso, j'y crois pas. Un mec, ça transpire. Un robot, j'en sais rien, mec. Je pense que même l'être humain, au fond, ne sait même pas comment il est conçu. Donc, comment il pourrait programmer des robots et une intelligence artificielle à son image, tu vois. Enfin, et si un jour elle devient intellectuelle, bah, ça sera la fin de l'humanité. Ouais, ça sera la fin de l'humanité, quoi. C'est un truc qui nous dépasse totalement. Ouais. Les robots feront la fête entre eux. My opinion is I don't see a future in artificial intelligence creating its own works. I mean, it is possible, but I think by the time that is happening, our planet will be gone. It seems like one day we'll get to that point where there's sort of humanoid robots, but we still have so long to go, you know? Bonjour au robot, on n'a pas. Ouais. J'ai envie d'avoir des gamins. Pour moi, c'est un schéma logique, c'est une continuité. Enfin, l'être humain est fait pour se reproduire et concevoir. Pour moi, c'est normal. Les meilleurs artistes dans la musique électronique, ça reste quand même les meilleurs humains. Et je pense que c'est ça qui sauvera la musique, en fait. Bah ouais, gros big up, Mélanie, Raoul, Karel, papa, maman, mes frères, mes frangines et tous mes potes. Voilà. Et bah, je suis très content d'être ici. Je souhaite longue vie à tout le groupe Positive Education, à vous tous, et j'espère revenir l'année prochaine. Et on continuera cette conversation. Stay no time.